J'avoue que j'ai un peu abusé cette semaine avec les vidéos actualités, mais vous inquiétez pas, ça va se calmer à partir de la semaine prochaine. Il y en aura 2 maximum par semaine. J'aimerais bien faire genre lundi, jeudi, lundi, vendredi, un truc comme ça. Parce qu'avoir 2 vidéos actualités par semaine, ça m'arrange moins en termes de flexibilité. Et c'est bon, je pense que j'ai saisi le truc. J'ai trouvé les miniatures et tout. Mais là, je suis un peu obligé parce que c'était les Césars. J'ai envie de rattraper le retard que j'ai sur l'actu pour être plus réactif lors des prochaines vidéos. Donc, on va parler de tout ça. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui étaient là pour le live des Césars. On était pas mal sur Twitch. Et en même temps, vous inquiétez pas, il y aura évidemment un live Oscar ce dimanche, toute la nuit ensemble. On va se faire plaisir. Et lundi, il y aura évidemment la réaction aux vainqueurs en vidéo actualité. Et oui, à la base, aujourd'hui, je devais sortir une vidéo critique de 3 films, mais du coup, je l'ai décalé à mercredi prochain. Désolé pour le retard, mais c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'actu. Je réfléchis aussi à faire la vidéo actualité sans montage, genre en mode comme je fais sur TikTok, mais pas pour l'instant. Je vais d'abord tester le rythme 2 par semaine, on va voir ce que j'en pense et si j'aime bien ou pas. Et il y aura aussi moins de cyberghost sur la vidéo actualité. Je vais essayer de mettre le cyberghost sur les vidéos plus travaillées, plus poussées, sauf quand il y a des actualités un peu croustillantes, comme aujourd'hui. Et comme d'habitude, il y aura dans la description, quand on épinglé, la liste des actualités. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire un listing, mais de vous donner mon avis et aussi avoir le vôtre dans les commentaires. Parce qu'en vrai, j'y réponds. Ou en tout cas, ça m'inspire pour répondre et faire d'autres trucs en rapport avec ça. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur les explications de la cérémonie des Oscars, parce que vous l'avez demandé. Avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description, quand on épinglé, des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Que ce soit le Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, il y a souvent la VOSTFR et même parfois la VF. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Emilia Pérez et même Venom 3. Sur Disney+, il y a Deadpool et Wolverine, il y a Alien Romulus et même Real Pain dont je vous conseille d'attendre la sortie en salle tout de même. Sur Paramount, vous avez Sonic 3, Septembre 5 et même Gladiator 2. Et encore une fois, pour profiter de Paramount avec un VPN, il faut vous connecter à l'application Paramount directement. Mais si vous avez Paramount avec un compte Canal, vous pouvez vous connecter avec votre compte Canal directement sur l'application Paramount. De même pour Max, utilisez l'application Max officielle avec le même processus, car là vous avez plein de films comme Flow par exemple, comme L'amour au présent, comme La guerre des Rohirrim, comme Juré numéro 2 ou même A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française. Et vous le savez à quel point YouTube Premium est pratique, et bien avec un VPN, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous profitez de tous les incroyables avantages avec un VPN en Roumanie ou Bulgarie. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, mais ça marche dans tous les pays et il y a encore des tutos pour vous montrer comment ça fonctionne parce que oui, ça fonctionne encore et ça fonctionne sur plein d'abonnements comme Letterboxd Patron, vous l'avez aussi pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le coordonnée épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec les Césars avec pas mal de choses. J'ai bien aimé Jean-Pascal Zadi, je trouve que c'était un bon hôte, même si c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de présence, mine de rien. Il a fait quelques blagues rigolotes, ça se passait plutôt bien. Mais le problème des Césars, c'est toujours la même chose, c'est que les Césars, ils sont un peu gênants, toujours, je trouve. En tout cas, il y a un truc avec la foule et les gens qui présentent qui collent pas, quoi. Tu vois, ils sont pas en mode show, ils sont en mode trop sérieux, je trouve, aux Césars. Je sais pas, il y a un truc un peu bizarre où tu vois que les spectateurs vont faire des blagues. Alors parfois c'est pas drôle, comme quand c'était Connard et Marmaille, là c'était juste gênant et inintéressant, d'après moi. Et tu vois que la foule réagissait pas vraiment, mais même quand c'était Jean-Pascal Zadi qui faisait des blagues, tu sais, la foule parfois elle voulait pas rigoler à certaines blagues qui étaient clairement plus drôles que d'autres. Et vu qu'ils voulaient pas, je sais pas, gâcher leur image, rigoler à des blagues sur les personnes handicapées et tout, tu dis, mais pourquoi vous êtes au César? Rigolez un petit peu, détendez vos strings, vous faites des films, c'est sérieux, je dis pas, mais calmos un petit peu. Il y a des trucs un peu gênants de temps en temps, qui passent pas très bien, qui font un peu à la fois pompeux et embarrassant. Bref, c'est toujours un peu spécial les Césars, on va pas se mentir. On n'a pas encore ce truc show à l'américaine, mais ça se voit qu'on veut la voir pour le coup. Il y a des trucs drôles, genre Dubosc qui était drôle, honnêtement. Moi ça me fait un peu chier quand ils prennent trop de temps humoristique pour faire des blagues et ils laissent genre 30 secondes à des gens qui ont gagné des prix. Mais cool pour Dubosc, le passage était rigolo et j'ai bien aimé la manière dont il se moquait un petit peu de lui-même et que c'était ok. Globalement c'était sympa avec quelques moments gênants mais quelques moments assez bien trouvés et fun en termes de présentation, de cérémonie. C'était assez touchant de laisser Costa Gravas parler un peu de ce qui se passe en termes politiques dans le monde. Enfin en même temps c'est normal, vous l'avez vu, ces films politiques. Moi j'ai vu que ça de lui, j'avoue. Mais sa carrière c'est que ça, c'est que des films politiques, de révolte, de rébellion sur la justice, l'équité. Et forcément il allait parler d'un truc qui est arrivé il y a quelques semaines. C'est un beau César d'honneur pour un homme qui a 92 ans, qui a beaucoup influencé le cinéma européen et même mondial, disons les choses. Si vous n'avez pas vu Z, regardez Z. Ces moments-là ils sont cool et beaux et c'est bien de mettre en avant ce genre d'artiste. Julia Roberts pour moi c'est un peu plus une icône mais moins une légende, si vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est une très bonne actrice mais je trouve qu'elle a pas la filmographie qui va avec
avec, globalement, mis à part quelques exceptions comme Erin Brockovich que moi j'aime bien, je trouve pas qu'il y ait une grande filmographie, mais c'est cool qu'elle soit là, qu'elle soit récompensée. Ça reste une icône du cinéma populaire. C'est bien de récompenser aussi le cinéma populaire avec des gens qui ont du talent parce qu'elle a du talent. Il y a eu plein de moments qui sont plutôt bien, comme La Zone d'intérêt qui gagne un prix évidemment, et encore une fois Jonathan Glazer, alors il était pas là physiquement, mais qui reparle de choses par rapport à son film La Zone d'intérêt, comme Gaza. C'est intéressant, c'est osé parce que c'est le réalisateur lui-même qui est juif qui fait un parallèle avec son film, et Gaza c'est toujours fascinant. Et j'aime bien quand ils font des trucs par rapport à l'actualité politique et en même temps les films en question. Mais parfois ils font des blagues sur l'actualité politique et en même temps c'est gênant et c'est superficiel et c'est pas intéressant. Quand t'as Gilles Perret qui arrive et qui se plaint, ok, je veux bien, c'est direct, ça va droit au but, y a pas de souci après avoir gagné une récompense. Mais quand c'est là en mode ouais, on va faire des blagues sur Trump, mais pas trop, on va faire des trucs, tu vois, j'aime pas. Allez-y à fond, faites des parallèles entre le cinéma, la politique, y a pas de problème. Mais les blagues en mode ouais, en parler, pas en parler, c'est bon, on n'est plus des enfants. Le passage In Memoriam était aussi joli, hein, rien à dire de ce point de vue-là, je pense, que ce soit la chanson, les différentes personnes mises en avant, c'est cool. Mais bon, il faut évidemment parler des prix, c'est ça qui nous intéresse aussi. Je prends mon téléphone pour ceci, je me permets. Meilleurs effets visuels, c'est Emilia Pérez qui a gagné. Pourquoi? Vous allez voir, hein, je vais souvent dire ça, mais Emilia Pérez qui gagne les meilleurs effets visuels, je dis pas qu'il y en a pas. Ils ont transformé l'Île-de-France en Mexique, d'accord. C'est le genre de récompense que j'aurais peut-être donné personnellement au Comte de Monte Cristo, même si je suis pas fan du film. Mais Emilia Pérez, c'est quelque chose qui m'a beaucoup saoulé, vous allez voir. Meilleur décor Comte de Monte Cristo, je trouve ça cool, why not. De toute façon, on savait très bien que Comte de Monte Cristo allait surtout repartir avec les récompenses techniques. C'est un blockbuster à la française. Les blockbusters à ces cérémonies de récompenses, ça gagne que les récompenses techniques au mieux. Dimanche aux Oscars, vous allez voir. Meilleur costume pour Monte Cristo, c'est cool aussi. Je trouve pas que c'est du vol. Meilleur montage pour l'histoire de Suleiman, je trouve ça bien, assez surprenant. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait gagner, mais c'est cool parce que le montage est super important par rapport au film, par rapport au suspense, au thriller qu'est le film. Et ce qui était génial, c'est que du coup, Xavier Sirven, il a récompensé Abou Sangaré plus que les autres. Genre, il était littéralement sur scène à dire, ouais, j'ai fait un bon travail de montage, entre guillemets, parce que le mec était trop bon, quoi. Je trouve que ça c'est fort et touchant d'abandonner un peu son moment pour féliciter quelqu'un d'autre. Moi, je trouve ça génial. Meilleure photo, c'est Emilia Pérez qui a gagné. Ça, je comprends pas, tu vois. Meilleure photo, Emilia Pérez qui gagne face à Monte Cristo même, ou l'histoire de Suleiman, ou Miséricorde, ou L'amour ouf. L'amour ouf, bon, il y a des belles séquences quand même, L'amour ouf. Mais Emilia Pérez qui gagne alors que c'est un des films les plus laids de l'année dernière, je ne comprends pas, honnêtement. Pour moi, là, ils sont tous en train de pomper Jacques Audiard. Je ne comprends pas ce qui se passe. Encore meilleur son, Emilia Pérez qui gagne. Je peux comprendre. À la limite, c'est pas choquant. C'est une comédie musicale. C'est un peu le but de travailler le son au maximum. De même pour meilleure chanson originale. Là, il y a aucun problème. Je trouve pas ça choquant. Voilà, c'est le but, c'est la force du film. Et aux Oscars, le film va aussi gagner ça. Ça m'étonne pas. Meilleur film de documentaire, j'avoue que j'ai pas vu La Ferme de Bertrand qui est disponible sur Canal d'ailleurs, mais c'est Gilles Perret, hein, gros gauchiste, qui est venu faire encore une fois un discours anti d'extrême droite et Dieu merci pour ça. Gauchiste ou pas, normalement c'est un combat de tout le monde de se battre contre l'extrême droite, combat qui disparaît de plus en plus dans notre pays et ça c'est triste. Donc je suis content qu'au moins il y ait encore des gens engagés, même si lui il est super engagé pour le coup plutôt LFI. Je suis content qu'au moins quelqu'un l'ouvre sans demi-mesure quoi. Il est arrivé, il a dit ok, l'extrême droite c'est de la merde, arrêtez vos conneries. Et ça faut le dire, faut le faire. Donc il m'a motivé à aller voir son film que je verrai du coup sur Canal. Meilleur film d'animation c'est Flow qui a gagné. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprise de ce point de vue là, c'est assez mérité. Meilleure adaptation, alors là c'est Jacques Audiard qui a encore gagné pour Emilia Pérez. Jacques Audiard c'est sa première récompense de la soirée et ça m'énerve parce que du coup ça devient l'homme le plus césarisé de l'histoire. Il a dépassé Polanski avec je crois 13 ou 14 récompenses actuellement. Meilleure adaptation, moi je pensais vraiment que ça allait être le Comte de Monte Cristo qui allait gagner pour le coup, mais non c'est Emilia Pérez qui a gagné. Pourquoi pas? Allez, enfin pourquoi pas? Non, moi j'aime pas du tout, hein. Je déteste Emilia Pérez. C'est pas que je déteste, je trouve que le film est moyen et déjà vu et rien de surprenant et basique à mourir, mais tout le monde le pompe et du coup le fait que tout le monde le pompe me fait le détester. Je suis quelqu'un de toxique, c'est comme ça. Meilleur premier film, alors malheureusement j'ai pas vu 20 dieux, j'avoue que pour les Césars je suis un peu à la ramasse, j'ai pas vu tous les films alors que pour les Oscars j'aurais vu tous les films par contre. Meilleur film pour 20 dieux, bah je l'ai pas vu donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais les critiques étaient très bonnes donc je fais confiance aux gens. Meilleur film étranger, La Zone d'intérêt, je pense qu'à Zone d'intérêt bah il y a des films comme ça une fois par an, c'est bien, c'est mérité. Meilleur scénario original, je suis très content pour l'histoire de Suleiman qui a gagné pas mal de récompenses assez importantes et c'est mérité parce que l'histoire de Suleiman c'est vraiment très bon comme film et je suis content et il y a plein de personnes qui étaient, vous savez, sur les réseaux anti-woke et autres qui disent ouais l'histoire de Suleiman a beaucoup gagné parce que c'est un film sur un immigré, Emilia Pérez a beaucoup gagné parce que c'est un film sur une personne trans et tout. Écoutez, ces gens-là n'ont pas vu l'histoire de Suleiman qui est un vrai bon thriller, histoire d'immigré ou pas, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils ont pris une histoire d'immigré, ils ont fait un thriller contre la montre fascinant et de l'autre côté vous avez Emilia Pérez que moi j'aime pas, hein, mais ça n'a rien à voir avec la transidentité. Les gens n'aiment pas le film Emilia Pérez parce que ça parle de transidentité. D'ailleurs le côté trans est extrêmement critiqué du film. Ce que les gens aiment bien dans Emilia Pérez, c'est le côté mise en scène, comédie musicale, un peu osé, Jacques Audiard, ce genre de délire quoi. Il y a rien à voir avec le côté trans pour le coup. Encore tu m'aurais fait un film trans, queer baiting, je sais pas quoi, ok. Mais là c'est même pas du queer baiting, enfin c'est vraiment un film. Je vais pas encore m'énerver sur Emilia Pérez, vous avez compris. Je suis désolé mais c'est comme ça. Mais du coup c'est Abou Sangaré qui a gagné meilleure révélation masculine et c'est mérité. Et j'espère qu'il va faire plus de cinéma. Alors je sais qu'il est content à faire son travail à Arras, ici dans le Nord. Et je pense qu'il a une belle carrière en vue et j'espère qu'il va trouver d'autres jobs dans le domaine. Si ça lui plaît, évidemment, on va pas le forcer. Meilleure révélation féminine, c'est Maïwenn Barthélémy
Barthélemy qui a gagné pour 20 dieux. Encore une fois, j'ai pas vu le film. Ce qui était assez rigolo, c'est la réaction de Mallory qui a entendu Ma. Et elle pensait que c'était elle, et elle a fait un gros putain. Et c'est ok, tu vois, c'est une jeune femme. Elle a entendu MA, c'est son nom, c'est aussi Maïwen. C'est normal qu'elle soit contente et d'un coup qu'elle se dise putain, ça va, tranquille. Parce que j'ai vu des gens la clasher, on s'en fout. Calmez-vous. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Alain Chabat. Honnêtement, c'est une catégorie que je trouve un peu triste parce que je pense que Miséricorde aurait mérité de gagner au moins une récompense parce que pour moi, c'était le meilleur film français l'année dernière. Dans cette catégorie-là, Alain Chabat qui gagne, c'est pas un braquage, un très beau discours, rien à dire, mais c'est pas le rôle qui m'a le plus marqué. Je pense que les deux dans Miséricorde étaient tous les deux meilleurs et plus marquants. Meilleure actrice dans un second rôle, ça c'est Nina Meurice qui a gagné pour l'histoire de Suleiman. Assez mérité. Elle a pas beaucoup de séquences dans le film, vital certes pour l'œuvre, mais c'est ça un second rôle aussi. C'est un petit rôle en théorie. Donc c'est cool et je pense qu'il méritait. Donc je suis très content pour le nombre de victoires de l'histoire de Suleiman. Je m'attendais presque à ce qu'il aille chercher le meilleur film tellement il était bien parti, mais malheureusement la vie est injuste. Meilleur acteur Karim Leclou, je suis content pour lui parce que ça a l'air d'être un bon gars hyper cool qui gagne pour le roman de Jim que je n'ai pas vu malheureusement aussi. Je vous ai dit je suis un peu à la ramasse cette année, mais je suis content pour lui parce que ça a l'air d'être un gars bien. Pareil pour Afsia Herzi dans Borgo, apparemment Borgo c'était vachement bien aussi. Donc je suis content qu'elle ait gagné meilleure actrice juste pour la vibe, mais après en termes de cinéma je peux pas me prononcer. Et c'est là qu'on rentre dans le triangle des Bermudes. Il y a plus que deux côtés au triangle, mais c'est meilleure réalisation, c'est Jacques Audiard. Je vous jure que j'étais prêt à donner meilleur réal à Gilles Lelouch, à Le Comte de Monte Cristo, à c'est qui d'autre, c'est Guy Roddy et Lochkin qui étaient nommés que Emilia Pérez. J'étais en train de prier en live sur Twitch. Je m'en fous qui gagne du moment qu'Emilia Pérez perde. Et au fait, c'est Emilia Pérez qui a gagné meilleure réalisation pour Jacques Audiard. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est le film réalisé de manière la plus basique au monde. Il n'y a rien d'intéressant en termes de mise en scène, je trouve, dans le film. En plus, c'est meilleur film qui est allé à Emilia Pérez. Et encore une fois, je suis désolé de le dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la hype concernant Emilia Pérez. Et le pire, c'est que les spectateurs n'aiment pas trop le film. Les critiques adorent le film. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est à ce point qu'on aime ce film. Je ne comprends pas. J'ai peur d'être dimanche pour les Oscars, vraiment. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est la honte. Genre, on est passé d'Anatomie d'une chute, banger intersidéral, à Emilia Pérez, le basique, le mid-tier, le truc le plus moyen possible et imaginable. Je sais que c'est subjectif, c'est à cause de son avis, mais moi, c'est mon avis. Je pense que ça ne méritait rien, Emilia Pérez, mis à part meilleure musique, meilleur son, quoi. Il n'y a rien de fascinant sur le scénario, la mise en scène, le film, déjà vu, déjà oublié, quoi. Tu sors de ta séance, tu fais mouais. Et je me rappelle, on est tous sortis de notre séance, mais moi, je me suis dit, mais ce film mérite même pas une critique. Allez, je vais en parler vite fait, c'est médiocre. Bref, et je ne comprends pas. Pour moi, c'est un peu la honte. Genre, on est passé d'un film, tu vois, l'année dernière, Anatomie d'une chute qui gagne, mérité de ouf. Incroyable, trop bien. Il y a 2 ans, c'était quoi? C'était la nuit du 12, je crois. Mortel, la nuit du 12. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et je ne peux être que déçu. Voilà, Jacques Audiard, l'homme le plus nommé de l'histoire des Césars. Super. En plus, je suis désolé de le dire, mais ses discours, il pue la merde, quoi. Il parle de rien, c'est le vide. Je déteste pas Jacques Audiard, hein. J'aime bien quelques-uns de ses films, mais il y a un moment, c'est pas possible. Emilia Pérez, je ne comprendrai jamais. Je vais mourir, je ne comprendrai jamais. J'ai peur de demain, je vous jure, j'ai peur. Et du coup, c'est les Oscars ce week-end. Quelque chose ont été révélés les concernant, avec évidemment des votants de l'Académie qui ont fait les clowns. Hein. Chaque année, il y a les journaux spécialisés d'Hollywood qui vont interviewer des votants anonymes. Et ces votants anonymes, ils vont dire pour qui ils ont voté et pourquoi. Il y en a plein qui ont dit des conneries. Quelques exemples de conneries. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont voté pour Adrian Brody et non pas pour Ralph Fiennes parce que Ralph Fiennes a déjà gagné un Oscar alors qu'Adrian Brody non. La vérité, c'est l'inverse. C'est Adrian Brody qui a gagné et Ralph Fiennes qui n'a jamais gagné. Il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas vu de Brutaliste parce que trop long ou parce que la plateforme en ligne buguait, du coup ils l'ont pas regardé. Il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas vu Dune 2 parce que trop long et ils n'ont pas aimé le premier. Je suis désolé, mais si vous êtes un votant de l'Académie des Oscars et que vous dites un film est trop long, on devrait vous retirer votre carte d'Académie des Oscars. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un argument. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'Académie, j'ai vu tous les films nommés, sauf dans la catégorie meilleur documentaire, ça j'avoue, et meilleur court-métrage. Mais les autres, j'ai tout vu. Pourquoi toi qui votes pour ces films, tu n'as pas tout vu? Et l'excuse de c'est trop long, c'est pas sérieux et il y a plein de trucs qui ressortent comme ça qui sont assez gênants. Vous pouvez lire, hein, il y a des articles, des journaux, d'Hollywood Reporter, de Deadline, de Variety qui en parlent avec des trucs assez fous à chaque fois. C'est dingue. D'ailleurs, anecdote, encore une fois, c'est rigolo. Vous savez que Carles Gascon, normalement, Netflix ne devait plus payer ses déplacements. Eh bien, Netflix continue de payer. C'était juste du marketing, c'est la com, c'est un mensonge. Ils vont payer sa venue aux Oscars. Peut-être on aura un équivalent de Jean-Pascal Zadi qui a fait une blague sur le meilleur tweet de la soirée. Ils n'ont pas beaucoup montré au César, hein, Carles Gascon, et c'est mérité. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça dimanche. Imaginez, elle gagne. Je pense qu'on va bien se marrer. Et par marrer, je veux dire pleurer du sang. J.K. Rowling a attaqué David Tennant parce que David Tennant soutient les personnes trans. Voilà, c'est tout. Voilà, J.K. Rowling a commencé à tacler en ligne David Tennant, que tout le monde aime, parce qu'il soutenait les personnes trans. À la base, je voulais en faire un passage bien plus long de ma vidéo actualité. Malheureusement, j'ai pas le temps. Vous pouvez lire à ce sujet-là, mais je suis désolé. J.K. Rowling est une femme détestable. Pour quelqu'un qui prétend défendre les femmes, il n'y a pas plus détestable qu'elle. David Tennant, tout ce qu'il a dit, c'est ouais, si t'es trans, tout va bien, on est heureux, on te défend. Elle, non, David Tennant est horrible, il dégoûte et tout. Excusez-moi de le dire, mais quel connard.
menace. Et si on parle de connard, il faut parler de Kevin Spacey. Guy Pearce qui est en pleine promotion pour The Brutalist, évidemment, qui a fait une interview en parlant de Kevin Spacey. Parce qu'ils ont fait un film ensemble à l'époque, il y a déjà plus de 30 ans, LA Confidential, et en gros il a dit que Kevin Spacey l'a agressé sexuellement sur le tournage. Il a dit que Kevin Spacey le touchait de manière très tactile lors du tournage du film, et il s'en est pas rendu compte dans sa vie, jusqu'à très tard, jusqu'à récemment. Et en vrai je peux comprendre, parce que quand t'es un homme, que quelqu'un d'autre te touche de manière sexuelle, même si c'est pour rigoler ou quoi, tu t'en rends peut-être pas forcément compte au début, parce qu'on a une culture, nous chez les hommes, où si quelqu'un te touche c'est ou pour rigoler, ou tu vois, il y a des trucs un peu bizarres comme ça, je sais pas comment vous expliquer. Heureusement je dis pas ça en connaissance de cause, Dieu merci, mais je dis ça parce qu'il y a plein d'hommes qui disent, des années après, ils se rendent compte qu'en fait ils ont été agressés sexuellement. Et Guy Pearce était l'un des premiers à dire que ça lui est arrivé, mais qu'il a pas compris. Il a compris trop tard en fait ce qui se passait. Et du coup, il en parlait un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Kevin Spacey a répondu en vidéo sur les réseaux en disant que Guy Pearce jouait la victime. Une vidéo lunaire. Terrifiante. Kevin Spacey, c'est vraiment le prédateur ultime. Il est terrifiant, je vous jure. J'espère qu'on va jamais le revoir au cinéma. Il est troublant, ce mec. On soutient évidemment Guy Pearce. Et si on parle d'agression sexuelle, putain, les transitions aujourd'hui, c'est Depardieu qui est non pas cette fois-ci poursuivi pour agression sexuelle et autres délires du style, mais pour fraude fiscale aggravée. Ah oui, il va tomber comme tous les grands mafieux de son époque, pas pour les vrais dangers qu'il représentait à la société, mais pour fraude fiscale. C'est aussi un vrai danger pour la société, la fraude fiscale, on va pas se mentir. La chute d'un des grands qui sera bien et méritée, on a hâte. Il y a eu une bande-annonce avec The Surfer, un film avec Nicolas Cage qui a l'air pas mal du tout, pour le coup en termes de mise en scène, on dirait une secte de surfeurs. Ça s'appelle The Surfer, vous pouvez aller voir la bande-annonce. Ça a l'air intriguant, on dirait un truc un peu psychédélique, sectaire, étrange. Why not, ça peut être fun, il sortira un jour chez nous en France j'imagine, ou en VOD au cinéma, mais c'est intriguant en tout cas. Le tournage du film de Spielberg sur les aliens, ou en tout cas les secoupes volantes, a commencé. Voilà, retour aux sources pour Spielberg, ça va être intéressant. Hâte de voir ça du coup l'année prochaine. The Beekeeper 2 va aussi bientôt commencer son tournage avec, vous savez, Jason Statham. Mais le réalisateur a changé. Ça sera Timo Tjahjanto, et j'ai sûrement massacré son nom de famille, je suis désolé, que j'aime bien en tant que réal. Je trouve qu'il a réalisé de bons films d'action, donc ça peut être très cool. Hâte de voir ce que ça va donner avec lui aux commandes. Kristen Ritter va jouer dans Dexter Résurrection. Elle jouera Lady Vengeance, apparemment, ça sera le nom de la serial killer principale. Je suis quand même assez curieux de voir Dexter Résurrection parce que le casting est de plus en plus important chaque jour. En termes de série, c'est la prochaine de Guy Ritchie qui s'appelle Mobland, qui sortira le 30 mars sur Paramount+, avec un sacré casting, et oui, vous le voyez à l'image, assez impressionnant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense qu'on en parlera. Le mec est productif, Guy Ritchie, pour le coup. Sinon, malheureusement, on a eu deux gros décès cette semaine, avec Michel Trachtenberg, celui-ci est assez triste, non pas forcément que pour la carrière, évidemment, même si moi je suis un énorme fan d'Eurotrip, j'adore Eurotrip, c'est l'une de mes comédies préférées, et il a fait plein d'autres choses, mais moi, Marocco, c'est Eurotrip, que j'adore, je kiffe ce film, il me fait kiffer à chaque fois, d'ailleurs en français c'est Sex Trip, ce qui est assez stupide, mais voilà, moi ça me fait kiffer, non pas parce que je suis un bandeur d'Europe, pas que en tout cas, mais malheureusement il est décédé à 39 ans, qu'il repose en paix, apparemment c'était dû à des complications médicales suite à une opération, son corps a rejeté un organe visiblement, donc il repose en paix, une pensée à sa famille, ses amis, c'est toujours triste, très jeune, une personne qui a marqué beaucoup de nous dans notre jeunesse, elle a vraiment explosé dans les années 2000, il vient de nous quitter donc c'est toujours très triste. Ensuite une légende par contre du cinéma qui nous a quitté, c'est évidemment Gene Hackman, et là c'est dur pour plein de raisons différentes. Premièrement, Gene Hackman c'est une légende du cinéma, on peut dire ce qu'on veut, ça fait 50 ans ou voire plus qu'il faisait des films exceptionnels, marquants. Moi je vous conseille évidemment French Connection, Mississippi Burning, il a fait Superman aussi, mais moi je suis moins fan des Superman de l'époque. J'aime bien, mais c'est vrai que c'est Lex Luthor dans Superman. Et il a fait La Conversation, ou Conversation secrète, je crois en français, et évidemment un rôle hors du commun dans Unforgiven, qui est exceptionnel, grand film. Une légende vient de nous quitter, une filmographie dantesque, il a marqué vraiment l'histoire du cinéma, un acteur hors du commun. Ça va être spécial, le In Memoriam ce dimanche aux Oscars, avec tous les décès de légendes de ces dernières semaines, j'ai envie de vous dire. Mais évidemment, c'est quand même assez troublant ce qui s'est passé, parce que si on peut être un peu macabre, si je peux me permettre, il a été retrouvé mort dans sa chambre, sa femme dans la salle de bain et leur chien dans le salon, visiblement, ou pas loin. On ne sait pas ce qui s'est passé pour l'instant. Et vu que le couple est décédé plus leur chien, c'est quand même assez particulier. On en parlera si on a plus d'informations. Après, bon, l'objectif c'est juste de célébrer la personne qu'il était, et le fait qu'il nous a quittés est triste, assez déprimant, et il faut le célébrer en regardant ses films, en pensant à son art, à son cinéma. Donc je vous en ai conseillé quelques-uns que vous pouvez découvrir. Ses plus grands classiques. Si vous en avez d'autres que vous aimez, mettez-les dans les commentaires. Qu'il repose en paix, et une pensée à ses amis et sa famille. Sur une note un peu plus positive, presque, j'ai envie de vous dire, il faut parler un peu de Shrek 5 qui a diffusé son premier teaser. Alors c'est un teaser pour le film qui sort en décembre 2026. Attention, c'est dans 1 an et demi. Donc je pense que c'est un teaser qui n'est même pas issu du film. Je pense qu'ils ont fait ce teaser exprès pour le film. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense pas qu'il y aura un miroir TikTok dans le film. Encore une fois, s'il y a bel et bien un miroir TikTok dans le film, ça me choquerait pas non plus. Le souci que j'ai,
c'est que Shrek n'a jamais été un reflet de la société par rapport à nos manières de consommer. C'est-à-dire que TikTok et des choses comme ça n'auraient rien à faire d'après moi dans un univers comme Shrek. Cependant, Shrek a toujours été une satire de l'art qu'on regarde. Donc à la base, ça a commencé comme une satire de Disney, des choses comme ça, et au fur et à mesure des années, c'est devenu une satire des contes de Grimm et des choses qu'on aime artistiquement. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le côté technologie, consommation de contenu en ligne et tout, je suis pas fan. Donc je pense que c'est un teaser qui a été uniquement fait pour Internet, pour la culture du web, avant d'être un teaser du film en question. Et c'était un teaser pour annoncer le casting, qui est de retour évidemment, Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy et Zendaya qui était ajoutée, qui va donc jouer, j'imagine, la fille. Ce sera un délire de fille rebelle qui trouve ses parents ringards, classique, voilà, ça me choque pas. Mais pas de Banderas au casting visiblement, en tout cas pas pour l'instant, ce qui est assez étrange vu comment c'est fini le Chapeauté 2. Donc j'espère qu'il y aura vraiment Banderas et qu'ils l'ont juste pas encore annoncé. Mais ce qui a fait quand même un petit peu polémique, c'est le design de ce nouveau film. Et je suis désolé de le dire, moi je fais partie des gens qui trouvent le design mauvais. Alors mauvais c'est une exagération peut-être, mais moins intéressant, moins bon. Beaucoup disent que c'est juste l'évolution technologique et que rien n'a changé, mais je suis désolé de le dire, je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a clairement une évolution technologique, Dieu merci, le premier Shrek est sorti il y a 25 ans, mais surtout que pour moi, ils ont complètement cartoonisé Shrek. À l'époque, il y avait un Shrek bien plus live action, presque entre guillemets, des traits plus sévères, plus marqués, plus humains. Les visages étaient moins ronds, étaient plus bruts, t'as l'impression. Et ça marchait bien parce que le côté sale, un peu agressif presque, tu sais, genre l'opposé même de Pixar et Disney, parce que ça le but à l'époque, c'était l'opposé même de la féerie, de la beauté de Disney. Alors que là, tu regardes ce Shrek là, tu dis ok, bon en fait c'est Pixar. Et je sais que DreamWorks on cook avec le Chapeauté 2 et des choses comme ça, et je dis pas, je leur fais confiance, hein, mais je dis juste que pour moi là, ils ont pas compris Shrek. Shrek n'a jamais été le féerisme, n'a jamais été un truc comme ça tout lisse, tout mignon. Shrek, il est luisant, tu vois. Et il a pas le même visage, pas les mêmes yeux. Il y a un truc où c'est pas l'âge, tu vois. C'est un choix de design. Ils l'ont cartoonisé, ils l'ont pixarisé. Et pour moi, Shrek, depuis toujours, c'est l'opposé même de ça. Ils auraient dû garder le truc un peu live, dégueulasse, crade. Mais là, on dirait les Croods. Je suis désolé de le dire, hein. C'est pas aussi affreux que le design de Sonic à l'époque, mais c'est pas terrible, je trouve. Je dis pas que ça va gâcher mon film si ça ressemble à ça, je dis juste que c'est dommage. Parce que là, j'ai l'impression de voir un n'importe quel autre film de Disney Pixar qui a la même gueule, tu vois. C'est trop dommage. Ils sortent du robot sauvage qui était unique dans ses visuels et tout. Et là, on se tape un truc qui ressemble à ce que Disney fait, quoi. C'est pas la fin du monde, on est d'accord. Mais je suis quand même un peu déçu, je suis désolé de le dire. Je suis déçu. Je n'aime pas cette approche trop cartoon. Alors que Shrek, l'essence même, c'est d'être anti-cartoon, d'être anti-Disney Pixar. Bordel, c'est un mec de chez Disney qui a fait DreamWorks pour se venger de Disney. J'avais fait une grosse vidéo sur DreamWorks à l'époque où j'expliquais tout ça. Désolé de le dire, je suis un peu déçu. Je pense qu'il y avait mieux à faire. On verra évidemment du coup dans 1 an et demi et lorsqu'il y aura les prochaines bandes annonces. Mais je pense que le design va un peu changer et je pense que là, il testait juste un peu les autres. On parlera de plein d'autres actualités ce lundi en plus des nominations aux Oscars. Et normalement, dès lundi, je serai à jour sur toutes les actus et après, on va être bien plus réactif. Ok? Il n'y aura pas ce décalage à chaque fois d'une semaine. Je vais essayer de répondre plus rapidement à ce qui se passe. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de débloquer tous les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.